Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Et si vous étiez à l'écoute la semaine dernière et tout particulièrement mardi dernier, nous avons parlé de cette nouvelle enquête qui révèle que les Français sont moins actifs sexuellement. On parle d'une sexe-récession. Alors pourquoi ? Il y a évidemment différentes raisons qui sont invoquées. Je vous propose qu'on étudie plus spécifiquement ce sujet aujourd'hui, puisque nous sommes avec Philippe Breneau. Philippe Breneau, il a beaucoup de casquettes, il est psychiatre, anthropologue, sexologue et il étudie depuis fort longtemps la sexualité des Français, puisqu'il a même sorti 2 livres avec des enquêtes sur les hommes et sur les femmes. En fait, contrairement à ce que l'on pourrait croire, les choses ne changent peut-être pas tant que ça au fil des années. Mais enfin bon, en même temps, les chiffres qu'on nous annonce là, on va les regarder en détail avec vous, évidemment. Par exemple, le nombre de rapports sexuels par mois a un peu baissé, mais peut-être qu'ils ont gagné en qualité, allez savoir. En tout cas, la chose en revanche qui semble la plus embêtante, c'est ce qui se passe auprès des jeunes gens, puisque la sexualité, me semble-t-il, est quand même le meilleur moyen de se construire dans son identité sexuelle. Bon, en tout cas, on va parler de tout ça avec vous et je vous invite à venir me dire si vous trouvez que la sexualité est plus intéressante aujourd'hui qu'hier, si vous trouvez que vous faites mieux l'amour, si c'est plus facile de trouver un ou une partenaire. Bref, on va parler de tout ça et notre numéro, c'est le 0826 300 300. Bonjour Philippe Breneau. Bonjour Brigitte. Alors vous êtes un grand sachant, si je puis dire, sur la sexualité des Français, puisque ça fait quand même très 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 longtemps que vous l'étudiez à travers vos livres, vos conférences, et puis vous êtes également professeur de sexologie. Je vous ai envoyé cette enquête que vous avez regardée avec attention. Qu'est-ce que vous avez envie d'en dire ? Alors vous voyez, je prends un temps de réflexion. Oui, mais à la radio, c'est long, un temps de réflexion, vous savez. Oui, à la fois c'est une enquête. Et moi, je crois qu'il y a aussi une différence entre les enquêtes et les travaux scientifiques. C'est une enquête, d'ailleurs, j'ai entendu énormément de commentaires. Tous les auditeurs, les auditrices ont pu entendre depuis mardi dernier des commentaires sur cette enquête, qui est très bien menée, parce que c'est l'IFOP, c'est des méthodes solides, ok. Tiens, personne n'a dit par qui elle avait été commandée. Parce qu'il faut la payer, une enquête. C'est tout à fait licite. Si, moi je l'avais cité, les lots, évidemment. Voilà, mais parce que Brigitte, vous connaissez. Parce que je sais que c'est une marque de jouets intimes. Il n'y a pas un média qui l'a demandé. Alors, c'est Lelo, qui est un des grands fabricants de womanizer, donc de sextoy. C'est un petit peu désintéressé, parce que on se dit, dans le fond, il n'y a pas de question sur l'autosatisfaction, la masturbation, les sextoys. Et d'un autre côté, on peut s'interroger d'ailleurs sur le fait que pourquoi on ne parle pas de l'autostimulation. C'est tout simplement que une enquête. Oui, vous voulez dire que finalement, quand on voit qu'il y a par exemple un certain nombre de personnes qui n'ont pas fait l'amour depuis 1 an, si elles se sont masturbées, après tout, elles ont quand même eu une activité sexuelle. C'est ça, voilà. C'est ça que vous voulez dire. Alors, il faudrait d'abord savoir ça. Et puis, je dirais qu'une enquête va travailler sur une toute petite focale. Là, c'était en fait, fait-on plus ou moins l'amour, avec quelques questions, mais pas tellement plus. Dans un travail scientifique, la grande enquête de Nathalie Bajos et Michel Boson, qui est INSERM, INED, il y en a une tous les 20 ans, ils l'ont sorti en 2008, ils sont en train de faire une autre étude, qui sortira peut-être l'année prochaine ou la suivante, mais vraisemblablement en 2024. Non, on est déjà en 2024, 2025. Là, c'est quand même beaucoup plus fourni, parce que ça va donner tout un tas d'autres éléments de la sexualité, des éléments sociologiques. Alors, on est obligé de se contenter de cela. J'avais l'habitude de dire que la fréquence sexuelle était la chose la plus fausse que l'on pouvait recueillir, parce que c'est du déclaratif.
Et là, c'est fait un petit peu différemment, parce que les questions, elles sont pas biaisées, mais c'est avez-vous fait l'amour depuis depuis le 12 derniers mois. Tandis que ce que l'on demandait auparavant, c'était faites-vous l'amour tous les jours, quotidiennement, combien de fois par semaine, combien de fois par mois. Là, c'est fait de façon beaucoup plus succincte. Et auparavant, la plupart des gens allaient quand même maximiser. Si par exemple, je fais très peu l'amour, j'ai pas fait l'amour, ça m'embête, même si c'est anonyme, je vais quand même dire que je le fais. Alors là, on tombe sur l'effet inverse, parce que on aurait une sous-déclaration, et on va pas faire de sous-déclaration. Donc, il y a quelque chose de vrai. Elle est intéressante parce que les méthodes sont justes. Et puis moi, je la trouve très intéressante, on va en reparler, pour les jeunes générations. Mais sinon, il y a depuis 50 ans, un petit peu plus 70 ans, qu'on fait des études scientifiques en France ou dans tous les pays. Il y a eu le rapport Simon en 1970, Spira en 92 et Nathalie Bajos et Michel Boson en 2008. Il y a toujours eu 18 à 20% de gens n'ayant pas fait l'amour dans les 12 derniers mois. Ça, on le dit pas. C'est-à-dire que là, c'est un petit peu plus. Mais c'est pour des raisons très variées. On avait l'habitude de dire qu'il y a beaucoup d'inhibitions psychologiques. Il y a beaucoup d'histoires personnelles de vie, quelques anomalies, mais ça, il n'y en a pas beaucoup, d'ordre bio-endocrinien, par exemple, hein, des blocages biologiques. Mais en tout cas, maintenant, on explique presque tout par la sexualité, qui serait une sorte d'orientation, comme si, parmi ces proportions, la plupart avaient choisi de ne pas faire l'amour. C'est là peut-être le biais auquel il faut réfléchir. Oui, vous voulez dire que dans ce qu'on considère dans les asexuels, il y en a peut-être beaucoup qui sont asexuels malheureusement parce que ils ont des symptômes sexuels qui les empêchent de faire l'amour et donc ils sont pas asexuels, ils sont malheureusement. Alors ils sont même malheureux de ça. Oui, aussi. oui, absolument. Mais en grande partie, ça peut être aussi des gens qui sont déçus de situations, des gens qui se retranchent des partenaires, soit une femme se retranchant des hommes ou un homme se retranchant des femmes en ayant des difficultés. Il y a beaucoup de cas de figure et en tout cas, c'est pas forcément du décisionnel. Est-ce que Philippe Renaud, moi, ce qui m'a marqué dans cette enquête, c'est qu'elle correspond assez bien aux livres que je reçois en ce moment. Et je vois bien, suivant les années, les livres que je reçois, il y a une sorte de mode comme ça. Et je parle bien de mode parce que de toute façon, on voit bien après que ces livres-là, on n'en parle plus. On voit beaucoup de livres sur la sexualité justement, sur le polyamour, comme s'il y avait actuellement avec tout ce qu'on entend sur le wokisme et puis les nouvelles féministes, une sorte de recherche d'une sexualité différente, plus hétéronormée. Est-ce que tout ça n'influence peut-être pas aussi dans les réponses de ce sondage? C'est très vrai qu'il y a, alors surtout parmi les jeunes générations, parce que ça m'étonnerait que les plus de 40 ans, par exemple, se mettent à rechercher d'autres habitudes qu'ils ont prises. Mais c'est très vrai des jeunes générations, c'est pour ça qu'on va regarder ces chiffres et qui sont très intéressants. Il y a une baisse de la sexualité ou des activités sexuelles dans des générations où on propose beaucoup d'alternatives au rapport cisgenre, hétéronormé, qui seraient toujours des rapports de pénétration, et tout à fait d'accord pour réfléchir à cela. Pourquoi il y aurait une défiance? Très souvent, c'est parce que il va y avoir une défiance contre les violences sexuelles, contre, par exemple, l'intrusion. Moi, je dis souvent que la sexualité ou les difficultés de sexualité, il y en a qu'une. Hein, même parmi tous les patients que nous sommes amenés à voir. La majorité des femmes, c'est par rapport à la pénétration. Soit que ça soit douloureux, on peut avoir des vaginismes, des dyspareunies, des choses comme ça. Au niveau masculin, c'est par une difficulté. Tiens, je perds mes potentialités. Et c'est vrai qu'il y a une focalisation sur cette pénétration dans lequel on veut se retrancher. Très bien, et notamment que les jeunes générations se retranchent un peu. Mais on va pas se retrancher de la sexualité parce qu'il y aurait des difficultés. L'une des grandes difficultés aujourd'hui, c'est qu'on dénonce énormément de comportements et on va amener beaucoup de culpabilité. Une part, je pense, ça c'est très vrai,
des jeunes hommes craignent les jugements et peut-être... voire même les plaintes. Voire les plaintes, oui, ça peut arriver. Et de notre côté, ce qui est tout à fait légitime, beaucoup de filles jeunes ou de femmes jeunes osent dire non, parce que il faut quand même dire ce que l'on pense. Et il y avait beaucoup trop d'acceptation peut-être dans les générations précédentes. Une très très bonne nouvelle, évidemment. Bon, vous êtes invité à témoigner. Est-ce que vous trouvez que votre sexualité va mieux, qu'il en parle mieux, qu'il y a plus de liberté? Qu'est-ce que vous en pensez? Ou est-ce que vous pensez qu'au contraire, à force de critiquer la pornographie et je ne sais quoi d'autre, on retourne à un puritanisme qui est peut-être pas bon non plus pour les jeunes générations? Bon, bref, c'est vous qui avez la parole sur Sud Radio. N'hésitez pas à nous rejoindre au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci pour la qualité des émissions que vous proposez, la qualité de vos intervenants ici et des témoignages. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On est en compagnie de Philippe Breneau aujourd'hui. Je crois que vous nous préparez un prochain livre sur la masturbation, d'ailleurs, justement. Oui, on en reparlera. On en reparlera bien sûr en temps et en heure. Aujourd'hui, en tout cas, on parle de cette enquête qui parle de sexe-récession. Et c'est Nathalie qui est avec nous. Bonjour Nathalie. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Merci d'être avec nous Nathalie. Mais merci à vous. En fait, moi je voulais partager une question avec vous. Je me posais la question de la définition du couple. Moi je fais partie des plus de 40 ans dont parlait Philippe tout à l'heure, donc je n'ai pas changé mes habitudes. Pour moi un couple c'est quand même deux personnes qui se touchent. Et j'ai le sentiment que les générations qui sont après la mienne ne se touchent plus. J'en veux pour preuve quand je vais au restaurant. Vous voyez souvent des couples qui sont face à face et en fait ils ne se regardent pas, ils ne se touchent pas, ils sont sur leur téléphone. Ils touchent leur téléphone. Oui, c'est ça, voilà. Leur doudou. C'est ça, exactement. Alors que moi, avec mon nouveau chéri, parce que faudra que je vous raconte, le précédent c'était l'abstinence totale et donc pour moi c'était pas un couple clairement, alors que là on est tout le temps en train de se tenir la main, vous voyez, et pourtant ça fait des années que ça dure. On a cette notion de couple, je pense, qui a peut-être changé. Pour moi, le couple, c'est quand même, ce sont deux personnes qui partagent des moments charnels. Parce que s'il n'y a pas de moments charnels, je vais même vous donner une petite anecdote qui va faire sourire Philippe. Mais nous déjeunions ensemble avant l'émission pour préparer l'émission, Philippe et moi. Et à un moment, ma montre, il faut que j'aille changer la pile. Bon, donc elle marche plus. Et j'avais mis mon téléphone sur la table parce qu'il fallait bien que je regarde l'heure pour être sûr d'être à l'heure à l'émission. Et ça me dérangeait d'être obligé d'aller regarder mon téléphone. Oui. Et alors que je suis sûre que si j'avais 25 ans aujourd'hui, ça ne m'aurait absolument pas dérangé. Oui. Mais c'est ça. Et d'ailleurs, ils ont plus de montres, les jeunes. Mais c'est très vrai. Non. Exactement. C'est très vrai, Nathalie, parce que lorsque est apparu cet appareil qui s'appelle téléphone, avec lequel je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps qu'on pouvait aussi téléphoner, parce qu'en fait je fais essentiellement d'autres choses avec. Eh bien, au début où c'est apparu, parce que dans les années 90, on ne pouvait pas imaginer qu'on aurait un petit ordinateur qu'on met à l'oreille. C'était inimaginable. Eh bien, au début, vous vous souvenez il y a beaucoup de gens, j'ai pu en être, et puis qui disaient, tenez, à l'entrée de cette table, je connais des gens qui avaient un présentoir dans lequel tout le monde posait son téléphone pour qu'on soit à table sans téléphone. Un petit peu comme quand vous rentriez dans un saloon au Texas et chacun pose son revolver. Voilà. Et aujourd'hui, comme vous le dites, alors c'est pas les mêmes, parce que comme ce que vous évoquiez tout à l'heure, mais les plus jeunes ne savent pas ça. Et les plus jeunes, ils sont venus dans une espèce de mécanisme d'évitement. Mais dans le fond, je me sens mieux parce que je peux m'isoler. Il ou elle ne me demande rien. Et vous avez raison. J'étais aussi hier au restaurant. Et qu'est-ce que je vois? Ils étaient 2 à table. Ils étaient au moins 4. C'est-à-dire même peut-être plus. Puisqu'il y avait eux deux, leurs 2 téléphones et 2 personnes au téléphone avec eux.
C'est-à-dire, moi j'aime beaucoup et je retiens votre définition du couple, deux personnes qui se touchent. Ça serait très bien, puisque on le voit même nous, parmi nos patients, lorsqu'ils viennent en disant qu'on fait plus l'amour depuis 6 mois, depuis 2 ans, depuis 10 ans. La plupart d'entre eux, lorsqu'on demande, ils ont d'abord abandonné souvent le toucher, puis abandonné le baiser, et on continue à faire l'amour de temps en temps, et puis après on le fait plus. Mais le toucher, peut-être ce qui est abandonné le premier. Vous avez complètement raison. Alors, il y a à la fois... – 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Philippe Renaud, on revient sur cette enquête de sexe récession et on donne la parole à Jean qui est avec nous. Bonjour Jean. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Renaud. Bonjour Jean. Alors allez-y, on vous écoute. Est-ce que vous avez envie de dire Jean ?
Moi, j'ai pas entendu l'émission avant parce que chez moi, je capte pas la radio, donc je l'écoute en podcast après, donc je sais pas ce qui s'est dit avant. Mais c'est pas grave parce que vous dites ce que vous avez envie de dire et vous êtes en podcast là, d'accord. Non, il écoutera en Ouais, podcast. Ça fait 23 ans que je suis l'émission, donc c'est bon. Oui, je disais, ça fait 30 ans que je suis avec une personne. Et puis ça fait environ depuis 2010 que on ne fait presque plus rien du tout intimement, si on peut dire. Mais c'est pas votre choix, visiblement. Non, c'est pas mon choix du tout. C'est son choix à elle, mais c'est pas. Je pense pas que ce soit un choix qui soit voulu volontairement. C'est surtout le manque de désir de sa part qui a augmenté, quoi. Parce qu'avant, je pense que c'était un peu comme tout le monde, une fois par semaine, quoi. C'est intéressant ce que vous avez dit sur un plan psy, le manque de désir qui a augmenté. Vous voyez, oui, c'est une sorte de négation, c'est-à-dire que d'abord je voudrais rappeler que pour moi le désir ne meurt jamais. Il peut être totalement endormi, mais le désir ne meurt jamais. Ça, c'est quelque chose qui est important à rappeler. Et après, pourquoi l'a-t-elle laissé s'endormir ? Ce serait la question sur laquelle elle pourrait travailler. Mais vous, malheureusement, vous n'avez guère de poids par rapport à ça. Oui, tout à fait, vous avez raison. Je vais quand même vous dire comment ça a pu commencer. Il y a 20 ans de ça, peut-être, elle surtout souhaitait avoir un enfant. Moi, j'ai dit, ok, pas de problème, tout ça. C'était un peu notre discussion du début qu'on s'est rencontrés. Et puis, il se trouve que la nature a fait que, vu nos âges et tout ça, moi j'ai 60 ans, puis elle aussi, à l'époque, elle était en préménopause. Moi, j'avais des soucis de santé importants au niveau sexuel quand j'étais jeune. Et donc, on ne pouvait pas avoir d'enfant. On a fait des démarches pour faire une fécondation in vitro, qui s'est avéré qu'on ne pouvait pas avoir d'enfant en fin de compte. Donc là, ça a peut-être mis un frein d'arrêt à notre sexualité un peu. Un peu, je dirais. C'est possible, oui. Ouais. Et donc, on a travaillé on a travaillé avec des psys là-dessus, surtout pour elle, pour qu'elle digère la chose, quoi, parce que c'était très compliqué pour elle, contrairement à moi. Et puis ça s'est bien passé. Et puis, comment dire ? Après, pas spécialement après, on a fait un petit peu d'échangisme. C'est-à-dire, c'était peut-être une fois tous les 2 ans, j'en sais rien, une fois gentiment, quoi. Et puis, premier de l'an 2010, on a fait quelque chose avec un couple, quoi. Et elle s'est éclatée, mais alors éclatée comme je n'ai jamais vu. C'était l'apothéose de l'apothéose de l'apothéose, si on peut dire. Et donc dans la soirée, c'était extra. Et le lendemain, j'ai remarqué qu'elle était extrêmement déçue. Elle ne voulait plus jamais aller plus loin. Et j'ai remarqué que c'est à partir de là que la sexualité a commencé, son désir a commencé à diminuer fortement. Et puis, on a essayé diverses choses. On a été voir Philippe Arlin 3-4 fois, qui nous a dit de ma part à moi, plus aucun attouchement sexuel, juste des câlins, on se prend dans les bras, rien d'autre pendant plusieurs mois, et puis après ça va revenir. Mais c'est jamais revenu. Et bien sûr, moi... Et est-ce que dans ses propos, elle vous en a voulu de cette partie d'échangisme que vous avez fait ? Est-ce qu'elle vous a fait des reproches ? Non, aucun. Vraiment aucun, jamais. Parce qu'on a l'impression, Philippe Bruno, qu'il y a une sorte de culpabilité, quelque chose qui... C'est compliqué. Autant l'échangisme peut avoir un intérêt dans le couple. Alors, quand vous le disiez en disant que c'était une fois tous les 2 ans, enfin rarement, et c'est ce qu'on prônait lorsqu'on parle d'échangisme soft, oui, qu'on ne soit pas dans une sorte de compulsion qui va être compliquée. Mais c'est vrai qu'on n'est pas à la... on peut rencontrer une situation dans laquelle il y a des révélations. Et par exemple, effectivement, elle se trouve avoir une jouissance qu'elle n'avait peut-être pas rencontrée. Et ça ne tient pas à vous, ça tient à des choses complexes. La surprise, notamment. La surprise. Mais la plupart du temps, ça tient, bien sûr, quelque chose qui se passe à 2 personnes, mais c'est en elle-même. Et à partir de là, il y a quelque chose de l'ordre de la déception qu'il faudrait pouvoir dépasser avec elle. Ce qui est dommage, c'est que ça soit maintenant, il y a très longtemps. C'est il y a 23 ans, puisque vous dites c'était en 2010.
Non, ça fait 13 ans. 14 ans, 13 pardon. ans. Ça fait quand même beaucoup de temps pour commencer à en parler. Vous avez peut-être pas trop parlé de ce qui s'était passé, puis on est gêné quelquefois de parler de qu'est-ce que tu as pu ressentir. Et d'une autre côté, si vous voulez, il y a quelque chose à comprendre pour ne pas être dans le deuil de la sexualité, mais dépasser cela en trouvant une sexualité aussi ou différemment satisfaisante avec le conjoint. Vous avez pu en parler un petit peu ou pas forcément? Oui, bien sûr, bien sûr. Et ce que je disais tout à l'heure au sujet de Philippe Arlin, là, qui est un invité d'émission régulièrement, qui sera là mercredi d'ailleurs. Hein. C'est plus récent, hein, ça. C'est pas. Mais est-ce que justement, parce que Philippe Arlin est un très bon sexothérapeute, j'en suis certaine. Est-ce qu'il a su cette histoire d'échangisme? Oui, bien sûr. Bon, il n'y a pas eu qu'une fois, mais c'était cette fois-là qui a été le début de la fin. Oui, parce que là, quand même, c'est intéressant de comprendre ce que cette femme a vécu. Elle a d'abord vécu les FIV et on sait à quel point ça peut abîmer la sexualité d'une femme. Après, elle découvre une jouissance qui lui a peut-être fait peur. C'est possible parce qu'on sait aussi que certaines femmes un peu inhibées sexuellement, si tout d'un coup elles ont une jouissance qui les dépasse, ça peut les inquiéter. Enfin, il y a quelque chose à comprendre, mais c'est à elle de le comprendre et c'est pas vous qui pouvez lui expliquer. C'est ça le problème. Donc, si elle veut pas aller consulter, mais c'est même à elle d'aller consulter pour l'instant. Vous voyez, mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'elle souffre de ce manque de sexualité, elle? Je ne saurais pas trop répondre à ça. Mais j'ai remarqué que depuis 2 mois, peut-être depuis, je sais pas, novembre, décembre, là, il y a eu un petit sursaut, un petit frémissement. Et puis, j'ai l'impression qu'elle a envie de retrouver une sexualité, mais à chaque fois qu'on essaye de faire quelque chose, ça coince. On va dire qu'au moment où elle commence à avoir un orgasme, il y a un mal de tête fulgurant qui arrive. Oui. Et tout s'arrête à ce moment-là. Et il se passe alors rien. Ça, c'est intéressant parce que sur un plan somatique, le mal de tête, il y a un lien. C'est-à-dire, non, pas question de se lâcher et d'y aller. Oui, et puis, pardon. Et en définitive, ce qui était très bien, ce que propose Philippe Arlin, c'est que, d'une certaine façon, il vous a mis en dehors de la génitalité, c'est-à-dire apprendre à se retoucher, à avoir une sensualité, et souvent, on revient à la sexualité par la sensualité. Sauf qu'il y a quelque chose sûrement à comprendre, parce que évoquait Brigitte, quelque chose à comprendre pour elle-même dans son histoire personnelle, ou alors peut-être, je ne sais pas si vous avez fait quelque chose en couple pour de réflexion en couple, si elle veut pas le faire elle-même. Non, vous avez vu un thérapeute de couple ou pas forcément? Oui, on a essayé, mais ça n'a pas avancé spécialement. Oui. Et je vais revenir un petit peu en arrière pour préciser des choses. Oui. Donc j'en ai discuté justement de cette dernière fois d'échangisme exceptionnel avec ce garçon monté pratiquement comme un homme, puis t'as vu qu'on est bien. Le lendemain, elle a eu l'impression d'être un bout de viande et c'est pas du tout ce qu'elle voulait. Et en plus, elle m'a dit, je veux pas. Enfin, j'ai joui comme ça, c'était tellement fort, je veux surtout pas aller voir plus loin, avoir plus que ça. Et ça a été le début un peu de l'arrêt de la sexualité, quoi. Et autrement, bon, on a vu des thérapeutes de couple, d'autres. Et peut-être une dissociation, vous voyez, je parle pas de votre épouse, mais ça fait penser à une chose. La dissociation entre quelque chose qui a été conçu comme fonctionnant ensemble, c'est-à-dire que la sexualité et l'affectivité, l'amour, sont une et même chose pour beaucoup de gens qui l'ont construit comme ça. Et si je jouis autant avec quelqu'un qui n'est pas forcément envers qui je n'ai pas de sentiment, c'est-à-dire qui n'est pas l'être aimé, il y a une dissociation et elle peut se retrancher de la sexualité pour cela, puisque comme elle vous dit, le lendemain, c'était même une dévalorisation. Je n'étais qu'un morceau de viande, puisque c'est quelqu'un qui n'avait pas de sentiment envers moi. Donc, d'une certaine façon, c'est à elle peut-être de le dépasser, mais elle a dû se retrancher de la sexualité.
C'est intéressant, évidemment, ce que vous dites, Philippe, parce que ça montre bien à quel point la sexualité parle de notre monde intérieur et de tout ce qu'on n'a pas découvert de soi. Et il y a autre chose qu'on peut dire aussi sur ce que vous racontez, Jean, c'est que là, elle a subi en quelque sorte une effraction. C'est-à-dire ce pénis monstrueux peut être jugé, ressenti par certaines femmes, comme on parlait tout à l'heure de cette mode anti-pénétration, et ça peut être ressenti comme une véritable effraction, et en plus une effraction qui nous met dans un état second, hein, puisque la jouissance extrême nous met dans un état second où on perd finalement le sens de la réalité et on perd le contrôle si je puis dire. Donc tout ça a peut-être provoqué un traumatisme. Oui. Et ça peut-être être une piste, Jean. Si ça a provoqué un traumatisme chez elle, peut-être non, mais au sens inconscient. Hein. Oui. Oui, tout à fait, mais en parlant de la taille du pénis, absolument pas, parce qu'elle en a rencontré d'autres, des même plus gros que ça. C'est pas la taille du pénis, je reprends ces termes à elle, là, quand je dis. Oui, d'accord. Mais vous voyez, par exemple, la dissociation. Il n'y a pas de problème de traumatisme à la pénétration du tout, hein, au contraire. Elle a adoré et tout. Non, c'est plutôt d'elle-même qu'elle est déçue. C'est pas de cette soirée, c'est ce qu'elle a ressenti, pas de la personne, mais ressenti d'elle-même. Oui, mais j'ai bien. On a bien compris. Mais vous savez, alors je vais dire quelque chose. On voit bien aujourd'hui le nombre de femmes qui vont porter plainte, même parfois 30 ans, 40 ans après. C'est tout d'un coup parce qu'elles ont réalisé 40 ans ou 30 ans après que ce qu'elles avaient vécu, c'était pas ce qu'elles voulaient, et donc elles considèrent qu'en effet elles ont été abusées. Mais parce que c'est tout le problème du féminin, quoi qu'on en dise. C'est nous qui sommes pénétrés, qui subissons une effraction. Et donc cette effraction, si on n'était pas totalement ouverte, on peut ensuite considérer qu'on a été abusé, même si sur le moment on s'est laissé faire, etc. Vous voyez, donc c'est ça qui est intéressant peut-être pour elle de travailler. Et quand je dis donc à partir du moment où elle a senti que c'était, enfin si après coup elle considère que c'est une effraction, même si elle a joui. Je me suis suffisamment fait attaquer parce que j'ai osé dire qu'on pouvait jouir lors d'un viol. Peut-être qu'à ce moment-là, c'est un petit traumatisme qui peut se lever relativement bien, par exemple par hypnose, EMDR ou des choses comme ça. EMDR pour des histoires post-traumatiques comme ça, parce que ce paradoxe que vont vivre des femmes qui n'ont jamais pensé, c'est-à-dire d'être dans un moment troublant et qu'en plus, alors que je le désire pas, j'ai une jouissance. Et là, il y a quelque chose de très lourd à expliquer. Peut-être que c'est quelque chose de post-traumatique, et peut-être qu'il y a des gens qui s'occupent bien de ça, mais il faudrait qu'elle le désire elle-même. Voilà. Ouais, mais je pense pas que ça soit ça du tout. Malgré qu'il y a des gens comme c'est le cas, hein, c'est clair, mais non. Oui, mais vous pensez un peu trop à sa place, Jean, aussi. Oui, hein, attention. Peut-être. Ouais, enfin, c'est moi qui parle, là, c'est pas elle. Hein. Oui, je sais bien. Je sais bien, mais voyez, faites attention aussi parce que on a toujours tendance à interpréter très rapidement ce que pense l'autre, ce que ressent l'autre, etc. Et c'est ça qui bloque parfois la communication sur des sujets aussi complexes que la sexualité dans un couple. Oui. Donc laissez-la, puisque visiblement elle a tendance à revibrer un peu. Laissez-la venir vers vous, laissez-la s'exprimer sans interpréter. Ah ben, si j'allais venir vers moi, il va strictement rien se passer jusqu'à notre décès à la fin de notre vie. Hein. Allez savoir. Parfois, vous savez, c'est parce qu'on s'éloigne beaucoup que l'autre revient. Hein. Mais je sais pas. Hein, moi, c'est elle qui éventuellement pourrait nous répondre. Hein. Bon. Ouais, là on parle du problème. C'est vrai que le thème de l'émission, peut-on vivre sans sexualité ? Oui. Moi, je vais parler de moi quand même, ça intéresse. Oui, ah ça oui, alors là vous avez tout à fait le droit de parler de vous, Jean. Voilà, on a parlé de ça, mais bon. Donc j'ai presque plus de sexualité avec ma compagne parce que c'est son choix et j'ai toujours respecté le choix de mes compagnes, sans exception. Et c'est vrai que pour pallier à ça, il y a la masturbation avec la pornographie, mais je suis pas malade de la pornographie, même si j'en regarde depuis tout le temps, depuis que je suis petit, enfin petit, on peut dire. Donc ça compense, et je vais pas voir ailleurs, donc ça compense, ça permet de tenir le coup.
Mais c'est vrai que quand même, c'est pas la même chose. Psychologique, quoi. On se sent... parce que pour moi, c'est la chose la plus importante. Pour moi, la sexualité qui existe, il n'y a rien qui est mieux que ça pour moi. Ça me fait un bien fou de faire de la sexualité avec quelqu'un, je ne parle pas tout seul. Et comment on va dire, psychologiquement, ça m'épuise. Je pense aussi que ma qualité d'homme, Mais je sais bien, Jean. Mais ça, c'est peut-être ça qu'il faut lui dire aussi de temps en temps. Elle est au courant de tout ça. Hein. Ce que je vous dis là, elle est très au courant. Hein. Et en venant à elle, par exemple, si j'échange avec elle sur le sujet, c'est une discussion à simple sens, c'est pas double sens. Parce qu'elle se met à pleurer, ou elle sait pas quoi répondre. Elle répond pas, elle écoute. Peut-être devrait-elle regarder, elle se met à pleurer. Peut-être devrait-elle voir quelqu'un qui à la fois connaît bien la sexualité et qui soit un psy, qui soit suffisamment connaisseur de sexualité. C'est pas uniquement de l'écouter, parce que elle est troublée, elle pleure facilement. Il y a quelque chose qu'elle a à comprendre, mais il faudrait qu'elle le veuille. Voilà. Il faudrait qu'elle le veuille. C'est pas facile. Mais ça serait bien pour votre couple, visiblement, puisqu'on sent. Pour elle et pour vous. On sent bien que vous êtes malheureux tous les deux. Et merci Jean, en tout cas, merci beaucoup de cet échange et merci de votre fidélité. On va faire une petite pause et puis on va se retrouver dans un instant avec vous au 0826 300 300. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Breneau est avec nous, psychiatre, anthropologue, sexologue, auteur également de nombreux ouvrages et notamment de cette formidable bande dessinée qui est parue aux arènes, l'incroyable histoire du sexe en version intégrale, c'est-à-dire 2 volumes quand même. Et c'est vrai que je le rappelle souvent, hein, si vous avez envie de comprendre un petit peu l'histoire de la sexualité, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a un peu tendance à oublier que la sexualité c'est comme le reste, ça évolue au fil des cultures et des siècles. Eh bien, c'est une belle manière de mieux comprendre la sexualité tout en s'amusant, parce que c'est aussi très drôle. Claire, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. On vous écoute, allez-y. Voilà, en fait, je vous appelle parce que j'ai une petite question. Je suis en couple depuis 1 an. On a 20 ans, plus de 20 ans d'écart. Moi, je suis très, très demandeuse. Vous êtes plus âgé que lui ? Non, je suis plus jeune. Hein. Mais non, mais je l'imaginais parce que c'est très rare dans l'autre sens. Mais c'est important de le préciser. Voilà, c'est ça. Et en fait, voilà, je suis demandeuse. Bon, bien sûr, je me suis un peu calmée parce que par la force des choses, voilà. Il n'empêche qu'à chaque fois que je veux, c'est toujours moi qui fais la démarche parce que lui, il ne vient jamais vers moi. Et c'est très souvent qu'il me refuse. Et j'ai surpris à plusieurs reprises et en fait, quand je m'absente du domicile, il regarde des films pornographiques et il se masturbe. Oui. Voilà, donc moi, ma question est, en fait, si vous voulez, j'ai plein de questions. C'est ça, voilà. Est-ce que c'est normal à 62 ans alors, sachant qu'il a une petite femme à la maison qui ne demande que ça? Voilà, et puis moi je me remets en question aussi, je me dis est-ce que je suis est-ce qu'il me désire, est-ce que je suis quelqu'un qu'on peut désirer, enfin il y a plein de questions en moi qui résonnent et que je trouve pas que j'arrive pas à solutionner. Déjà on peut très bien avoir une libido plus forte même si on est une femme qu'un homme, et donc à partir du moment où vous êtes toujours en train de demander, ça coupe aussi un peu sa possibilité à lui d'être dans le désir, puisque de toute façon, vous le nourrissez sans qu'il puisse avoir faim. Oui, d'accord. Voilà, ça, donc déjà, c'est une chose qu'il faut comprendre. Ensuite, moi, j'ai remarqué dans un couple, quand il y en a un qui est toujours celui qui demande, l'autre finit par ne plus jamais demander. Hein, donc ça s'est certainement installé comme ça aussi dans votre couple. Bon, ça, c'est déjà pour que vous compreniez que c'est pas parce qu'il vous demande pas qu'il ne vous désire pas. Puisque quand, de temps en temps, il vous fait l'amour et il bande.
Bien sûr. Bon, donc tout va bien de ce côté-là déjà, rassurez-vous, il vous désire. Oui. Ensuite, oui, il a ses petites habitudes de regarder un peu de pornographie, de se masturber, c'est sa petite fantasmatique. Est-ce que ça vous rend jalouse? Est-ce que ça vous dérange? Qu'est-ce que vous pourriez en dire? Moi, c'est pour ça, je pensais que c'était plus un côté pervers qu'il a, parce que je me dis, quand on est en couple, il y a l'échange et on peut discuter, et éventuellement, il pourrait me dire, voilà, j'ai envie de temps en temps qu'on regarde un film pornographique et qu'on s'amuse ensemble. Moi, je serais pas contre, vous voyez ce que je veux dire? Oui, j'entends bien. Mais voyez, Claire, c'est toute la différence entre la sexualité et le reste. Vous acceptez tout à fait qu'il aille boire un coup avec ses copains? Oui, bien sûr. Sans vous? Oui, tout à fait. Bon, et pourquoi il n'aurait pas le droit de regarder un film porno sans vous? Oui, mais alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il regarde ses films porno. Par contre, le soir, quand j'ai envie de lui, il me dit non. Mais bien sûr, il s'est déchargé devant son film. Heureusement que c'est pas avec vous qu'il se décharge. Hein. Voyez, peut-être qu'il a besoin de cette soupape par rapport à sa personnalité, son fonctionnement, et qu'avec vous, il ne veut que de la sexualité de qualité. Oui. Vous comprenez? Oui. Alors, est-ce que vous en souffrez, et à part le fait que vous souffrez qu'il ne vous fait pas assez l'amour, mais est-ce que vous êtes jalouse, ou est-ce que vous souffrez de sa pratique masturbatoire devant du porno? Moi, ça me dérange, oui, parce que un gamin de 16 ans qui fait ça, qui n'a pas de copine, je peux comprendre, mais un homme de 62 ans qui vit en couple avec une petite femme qui a envie de lui et qu'il fasse, moi, je trouve qu'il y a un problème. Enfin, c'est mon avis. Alors, je ne sais pas si c'est un problème. D'abord, la masturbation, a priori, n'est pas un problème en dehors, vous savez, des compulsions, c'est-à-dire les gens qui passent leur vie et qui sont accros, par exemple, au porno et à la masturbation. Mais vous-même, vous n'avez pas de moment intime de masturbation sans lui? Si, des fois ça m'arrive, mais parce que je suis en manque, bien sûr. Je serai pas en manque, je ferai pas. Oui. Alors c'est compliqué parce que les fréquences masturbatoires, par exemple, chez les hommes et les femmes, sont très différentes. Et la plupart, alors vous dites, vous faites quand même l'amour, j'ai cru comprendre, au moins une fois par semaine. Oui. Même peut-être plus, non? Non, pas plus, une fois par semaine. D'accord. Il travaille? Oui. Il est fatigué par son travail? D'après ce qu'il me dit, oui. Parce que souvent, moi, l'argument que j'entends tout le temps, mais dans la semaine, je ne peux pas, on est assez fatigué, et effectivement, on fait le week-end, on fait l'amour le week-end. C'est très vrai que la masturbation, alors vous l'avez remarqué certains jours où vous n'étiez pas là, parce que mais je veux dire, c'est très possible qu'il ait une activité masturbatoire qui s'équilibre avec le nombre de fois où il fait l'amour avec vous. Le problème, c'est que souvent la masturbation masculine est vécue comme une rivalité par beaucoup de compagnes ou d'épouses. En grande partie, ça se passe par exemple avec de la vidéo, et tiens, tu préfères, ou comme si t'étais amoureux ou amoureuse de la personne que tu es en train de regarder. Et je pense que la plupart des hommes le vivent pas du tout comme ça, c'est que la majorité des hommes ont besoin d'une image spéculaire, c'est-à-dire un signal d'excitation pour trouver de l'excitation, alors que beaucoup de femmes vont s'exciter par quelque chose de mental, de l'imaginaire. Et c'est en cela que très souvent c'est vécu comme une rivalité. Alors par contre, ce qui va pas, c'est que ce qu'on est en train de vous dire, Brigitte et moi, c'est ce que vous pourriez faire en parlant, et c'est ce que vous disiez. On pourrait très bien parler et dire, tiens, pourquoi on s'exciterait pas avec un porno de temps en temps? Parce que la masturbation, je termine juste là-dessus, la masturbation masculine, très souvent, elle est assez courte. Ça peut être fait en quelque chose comme 1 minute ou 2 ou 3, avec un signal d'excitation qui permet d'avoir une érection, puis d'avoir une décharge, mais c'est pas vécu sur le même mode
que beaucoup de masturbations féminines qui sont, moi je vais me permettre de dire, plus jouissives au sens général. C'est pas une simple décharge, mais je m'abandonne. Beaucoup de femmes vont le dire, à des vagues qui viennent. Je me sens m'emplir et vivre cela pleinement. La plupart des hommes vous disent, mais non, j'ai besoin de cette espèce de décharge. Je vais me permettre une comparaison que vous allez peut-être comprendre, Claire. Je pense que c'est un petit peu comme le fumeur. De temps en temps, il a vraiment une pulsion. Il a besoin de fumer sa cigarette pour se désanxioger, si je puis dire. Hein, et je pense que votre homme, il a cette habitude de temps en temps de se masturber pour faire passer un petit moment. Ça n'a vraiment rien à voir avec de la sexualité au sens où on l'entendrait, vous voyez. Alors, même s'il y a eu un rapport la veille, oui, je pense que c'est vraiment un moment comme ça, un petit peu stressant. Ça le déstresse. Je pense que c'est quelque chose de cet ordre-là. Maintenant, si vraiment ça vous dérange, peut-être que vous pouvez lui expliquer, et peut-être qu'il peut aller travailler un petit peu avec quelqu'un pour changer un peu cette habitude qui doit être, à mon avis, acquise depuis fort longtemps, vous voyez. Donc, il a pris cette habitude, je me sens un peu stressée, je suis un peu machin, hop, je me décharge et je me sens mieux, vous voyez. D'accord. Mais c'est vraiment pas contre vous. Je pense qu'il faut vraiment pas que vous imaginiez que et je pense pas que s'il arrêtait ça, il serait plus demandeur avec vous. Parce que je pense que quand il fait l'amour avec vous, il a vraiment envie que ce soit bien, et compte tenu de son âge et de sa fatigue et de son travail, il a peut-être pas l'énergie pour vous faire l'amour plus souvent. D'accord. Et puis, il faut se rappeler que la première fonction de la masturbation, c'est d'être anxiolytique. C'est-à-dire, et on le voit très bien. Surtout pour les hommes, oui. Surtout pour les hommes. Il y a des hommes qui ont une masturbation par jour et ils en ont besoin, et c'est un moyen de ne pas comprendre ces problèmes, donc il a peut-être à réfléchir. Voilà ce qu'on peut vous dire. Merci Claire, en tout cas. Claire. Merci beaucoup de votre confiance. Petite devinette, qu'est-ce qu'une fente humide avec des poils de chaque côté? Vous avez le temps des infos pour trouver la réponse, et on se retrouve tout de suite après. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Non, ça rigole pas les filles. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On est avec Philippe Breneau aujourd'hui, anthropologue, psychiatre, sexothérapeute. Et on parle notamment de cette nouvelle enquête qui montre que les Français font moins l'amour, la sexe-récession. On va donner la réponse à ma devinette. Philippe Breneau, qu'est-ce qu'une fente humide avec des poils de chaque côté? Franchement, on a peur de ce qu'on va répondre. Non, ce qui m'embête, c'est de sécher devant une fente humide. Oui. Mais en fait, c'est tout simplement un œil. Oh. Oui, enfin voyons, n'ayons pas l'esprit mal tourné. Mais oui, parce que vos questions vont faire mal tourner les récepteurs que je suis, ou les auditeurs, parce qu'on imagine des choses. Moi j'avais vu, et c'est un œil. Mais oui, c'est un œil. Vous êtes beaucoup plus simple que... on a l'impression que c'est pervers, que c'est... Non, mais pas du tout. Alors, Philippe Breneau, on va donner la parole à Frédéric. Alors, pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là, je rappelle un petit peu. Bonjour Frédéric, d'abord. Bonjour Brigitte. Bonjour Frédéric. Merci de prendre un petit peu de votre temps. Alors, je sais que vous êtes en vacances au sport d'hiver, là, actuellement. Absolument. Donc, merci de prendre un petit peu de votre temps sur vos vacances. Donc, vous étiez en fin d'émission le jour où j'ai reçu Sabine Procoris, qui a écrit un livre sur le parcours de Roman Polanski, et qui prend dans ce livre un petit peu la défense de Roman Polanski, qui aujourd'hui est boycotté partout, voilà. Et vous avez réagi parce que vous êtes parent et que vous trouvez en effet que et je crois que là-dessus on est tous d'accord, un homme de 30, 40 ans, 50 ans ou même 30, 25 ans n'a pas à faire l'amour avec une gamine de 13 ans et quelques. Hein. Et donc vous avez réagi, et Sabine Procoris s'est un peu énervée, et vous avez eu une conversation assez chaude tous les deux. Et c'est vrai que moi je suis restée un petit peu en retrait, et c'est à ce sujet que vous avez eu envie d'écrire une lettre. Hein. Moi je donne les faits, hein, puis après je vous donne la parole. Vous avez écrit une lettre à mon directeur d'antenne. Il y a eu des réactions, et donc on a considéré que c'était bien d'en reparler pour que je puisse dire clairement que évidemment je ne suis absolument pas d'accord avec le fait
fait qu'on puisse banaliser le fait qu'elle avait peut-être presque 14 ans, etc., etc., etc. Je crois avoir suffisamment fait d'émissions sur les abus sexuels et avoir milité contre les minimis, etc., pour qu'on puisse pas imaginer une seconde que je ne sois, voilà. Alors, Frédéric, qu'est-ce que vous avez envie de dire après coup, justement ? Alors il y a plein de choses. Alors, la première chose, c'est que évidemment, clairement, je ne vous mets pas vous, Brigitte, en cause là-dessus. Je connais suffisamment, je vous connais suffisamment depuis longtemps, en tout cas pour vous avoir entendu, et c'est absolument hors de mon propos. J'étais très en colère en revanche contre Sabine Procoris et surtout au départ sur le procédé. C'est désolé qui a été utilisé parce que finalement, elle utilise ce qu'elle dénonce. C'est-à-dire, je suis en accord avec sur l'aspect post-affaire de Polanski, ce qui est arrivé après, par exemple, avec, je crois, il y a eu cinq autres personnes qui se sont plaintes. Ça n'a abouti à rien du tout. On trouve ça dans tout un tas d'affaires, tout un tas de gens qui viennent se greffer au milieu de ce genre de choses-là, à tort ou à raison. Les réseaux sociaux s'emballent, une certaine catégorie de presse s'emballe également, et puis ça monte tout ça en épingle, et je trouve ça complètement détestable. À ce que je sache aujourd'hui, les 5 autres affaires le concernant n'ont donné aucune suite, certaines étaient prescrites. Enfin, il y a pas lieu de le poursuivre là-dessus. En revanche, justifier cela en disant au départ que concernant cette affaire de 1977, celle qui a mis le feu aux poudres, que en gros en minimisant le truc, qui n'avait pas violé cette gamine. Enfin là, faut arrêter quoi. Quand on connaît un petit peu l'affaire, quand on sait comment cela s'est déroulé, c'est absolument pas vrai. Les jugements qui a été rendu, il a été rendu par un accord qui a été passé entre Polanski, son avocat, et le procureur à l'époque à Los Angeles, où un seul chef d'accusation a été retenu contre lui, qui était un rapport sexuel illicite avec un mineur. Tous les autres, en échange de quoi, ils abandonnaient les autres charges, il y en avait 6, je crois, de mémoire, avec viol avec substance prohibée. Enfin, il y avait tout un tas de trucs derrière, perversion, sodomie, puisqu'à l'époque c'était quelque chose qui n'était pas autorisé dans l'État de Californie. Enfin bon, donc le procédé qui a été utilisé par Sabine Procoris là-dessus, je suis absolument pas d'accord, je m'élève contre, et je trouve que c'est tout à fait malhonnête de sa part quand on connaît un petit peu l'affaire. Si vous avez lu, c'est facile, hein, on trouve rapidement sur internet tous les éléments là-dessus, et les éléments originaux, hein, c'est pas des raconteries de journalistes, les éléments originaux, les dépositions qui ont été faites, c'est juste abominable, et il y a aucune équivoque sur le fait qu'il a bel et bien violé cette gamine en lui faisant absorber de l'alcool et en lui faisant absorber une drogue qui était du Calude à l'époque, qui était quelque chose à la mode dans les années 70. Bon. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, effectivement, lorsque derrière je lui dis que on n'a pas à avoir de rapport sexuel avec une enfant, une ou un enfant du reste, et qu'elle me dit non, ça n'était pas une enfant, je suis désolé. Enfin, quand on a 13 ans, et qu'elle me soutient d'ailleurs, elle me dit elle avait pas 13 ans, elle avait 14 ans moins 15 jours, on se moque du monde. Sincèrement, on se moque du monde. Et on n'a pas, évidemment qu'on n'a pas à avoir de relations sexuelles avec des enfants. Il y a 13 ans, c'est clair, bien sûr. Les lois internationales et la loi française est claire là-dessus, les lois internationales sont claires là-dessus. Comment ça s'appelle, je crois que c'est le CIDE, il me semble, le comité, j'ai plus le nom véritablement en tête, qui le dit clairement sur la défense des droits de l'enfant, clairement dans son article numéro 1, qu'on est un enfant tant qu'on n'a pas atteint l'âge de 18 ans. Enfin, les choses sont claires. Et puis, au-delà même de l'aspect légal du truc, enfin, ça me paraît juste insensé, quoi. Donc, qu'elle ait tenu des propos comme cela, qu'elle ait tenu sur une radio où tout le monde écoute, et elle, en tant que psychanalyste, enfin, j'imagine que votre invité dira pas le contraire, un psychanalyste peut pas tenir des propos comme ça.
C'est pas possible. Oui, mais c'est vrai que c'était assez surprenant. Cet échange était assez surprenant et je reconnais que moi je suis restée un petit peu en retrait. Et c'est ce qu'on pourrait me reprocher évidemment. En même temps, c'était difficile, Brigitte. Il restait 2 minutes d'émission, on était à la fin. Enfin, c'était, j'imagine bien pour vous. C'était pas. Mais facile, ce qui est assez incompréhensible d'ailleurs, c'est que puisque moi je l'ai lu son livre, lorsqu'on lit son livre, elle ne justifie pas en aucun cas ce rapport sexuel illicite entre cette jeune fille et Roman Polanski. Donc je ne sais pas pourquoi elle s'est emportée comme ça. En tout cas, ce qui est quand même important à dire peut-être, Frédéric, et puisque nous, vous et moi, on a parlé hors antenne pour vous redonner la parole aujourd'hui, et je crois que là-dessus on était tous les deux d'accord. Il faudrait quand même aussi, c'est inadmissible qu'un homme fasse l'amour avec une enfant. Là-dessus, je crois qu'on est tous d'accord. Philippe, vous êtes d'accord aussi. En revanche, il faudrait peut-être ne pas oublier la responsabilité parentale. Oui, et dans ce cas-là, on peut aussi se demander qu'est-ce que faisait cette jeune fille dans cette soirée de partouze à Los Angeles. Je crois que c'est quand même... Et je crois que c'est ça aussi qu'il faudrait peut-être signaler dans toutes les affaires qui sortent sur des jeunes enfants, Philippe Renaud. On peut quand même un petit peu aussi... Bien sûr, moi je crois que ça exonère jamais alors l'attitude masculine, parce qu'on se trouve pas avec quelque chose qui se voit dans l'autre sens. Mais par exemple dans plusieurs autres affaires récentes, mais même ça existe aussi des femmes qui... Il vit avec Vanessa Springora pendant plusieurs années à l'hôtel, alors qu'elle a 14 ans, un peu le même âge, et que, je veux dire, avec l'accord parental. Mais je veux dire, on tombe, enfin, c'est pas aujourd'hui, parce que c'est évident que ça serait, je vois pas comment ça serait possible, mais les mentalités étaient trop laxistes. Dernier mot là-dessus, parce que je n'ai pas entendu votre débat, et j'en comprends bien la teneur. On a acquis une très grande liberté depuis une 50aine d'années, par l'absence de jugement moral entre des personnes adultes consentantes. Avec un seul interdit, moi je dirais, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, je reprends votre prénom, pardon, Frédéric. Avec un seul interdit, c'est l'intrusion de la sexualité des adultes dans celle des enfants, qui n'y est pas préparé, en fait. Et il n'y a pas à dire qu'à 14 ans, on est mature. Non, il y a des dates qu'on est mis, et même il y a beaucoup de gens qui sont encore infantiles à 18 ans, même quelquefois, on peut même presque plaider plus loin. Mais, je veux dire, on a cette liberté parce qu'on respecte cet interdit. Il faut faire attention aussi avec beaucoup d'injonctions aujourd'hui qui nous amènent à ce que cette liberté soit un petit peu moins respectée, parce que on est dans une époque où il y a, pour éviter les dépassements et pour éviter des choses qui sont inacceptables, eh bien on arrive peut-être à freiner nos libertés sexuelles. Mais il est évident que le seul vrai interdit, c'est celui-là, c'est intangible. En plus, vous le dites bien, dans les détails, j'ai lu effectivement beaucoup de choses comme vous, ça a été instruit et accepté, puisque il y a une transition qui a été acceptée par Polanski, ça ne se discute pas, et puis, c'est bien sûr, il aura ça toute sa vie, mais je vois pas le problème. Alors, il y a eu un dérapage peut-être, ça a emporté ça. Alors, on va faire une petite pause. Je ne vous coupe pas la parole, Frédéric, pardon. Je vous redonne la parole dans un instant. On fait une petite pause. Sud Radio, votre avis fait la différence. C'est la seule radio qui donne des informations, on peut s'interroger. C'est pas facile tous les jours, mais pour ma culture, c'est parfait. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous retrouvons Frédéric qui va peut-être avoir envie de répondre à ce que nous a dit Philippe Renaud qui est avec nous aujourd'hui. Et justement, on parle un petit peu de l'évolution de la société, de la sexualité aussi, de la morale sexuelle, devrais-je dire même. Hein, en fait, oui, il y a des choses un peu radical, mais il y a aucun doute. On peut pas transiger. Je vous disais, il y a un seul principe à respecter, l'intrusion de la sexualité des adultes dans celle des enfants.
Exactement. Frédéric, est-ce que vous avez envie de répondre à ce que disait Philippe? Il y a plusieurs choses. Une chose justement, à ce que vous disiez tout à l'heure, Brigitte, concernant la responsabilité parentale. Alors évidemment, il y a une responsabilité parentale, il n'y a pas de doute là-dessus dans certaines affaires comme celle-ci, mais vous voyez l'aspect, comment je pourrais dire, l'aspect un petit peu des croyances populaires et en tout cas le côté, l'information qui est liée, qui est transformée, retransformée, et elle arrive finalement à ce que vous avez dit tout à l'heure, Brigitte, c'est-à-dire on peut se poser la question, qu'est-ce que faisait cette gamine dans une partouze? Mais en fait, c'est pas la réalité. Il n'a jamais été question que cette gamine était dans une partouze. Lorsqu'on connaît les faits, véritablement, elle était avec Polanski pour faire une séance photo qui, d'après ce que disait Polanski, avait été commandée par le magazine Vogue France. Vogue qui s'est totalement désolidarisé d'ailleurs de cette affaire-là et qui a nié avoir fait quelque commande que ce soit à Polanski. Il n'était pas du tout question que cette gamine s'est retrouvée comme ça dans une partouze avec l'accord de sa mère. Ce qui s'est passé à l'époque, sa mère était une actrice globalement de seconde jaune. Elle avait fait quelques apparitions dans des épisodes de Starsky Hutch et ce genre de trucs-là. Et elle a rencontré Polanski. Polanski a vu la gamine, lui a proposé de la prendre en photo. Mmh. Il n'y a pas du tout une notion de soirée où tout le monde buvait. Non. C'est un face-à-face entre cette gosse et Roman Polanski, qui l'a pris en photo une première fois, qui l'a pris en photo une seconde fois quelques jours après, et c'est là où le drame est arrivé. Mais vous voyez, on en revient un petit peu au sujet finalement de l'émission que vous aviez ce fameux vendredi, c'est-à-dire tout ce qui peut se faire et se dire et se monter en épingle avec les réseaux, avec ce que peut raconter la presse et ainsi de suite. Donc c'est pas la réalité des choses. Donc je voulais vraiment mettre le point là-dessus parce que et c'est un petit peu les procédés qu'on a utilisés l'autre jour par Sadine Procoris. Il faut dire les choses clairement. Il faut pas raconter n'importe quoi sur ce genre d'affaires. C'est trop facile. Après, je suis totalement d'accord. Oui, mais vous avez raison de donner. Moi, je connaissais pas exactement l'origine de la rencontre entre cette femme et cette jeune fille, et Polanski. Donc, c'est bien de remettre les choses à leur place. En revanche, ce qui est quand même important à dire, parce qu'on a beaucoup d'adultes qui nous écoutent et qui ont des jeunes enfants et des jeunes filles, attention. Enfin, moi, je dis toujours que on ne laisse pas non plus sa jeune fille de 14 ans passer une nuit chez quelqu'un qui enfin voilà, ou alors on prévient énormément. Enfin, parce que on sait quand même aussi, et je crois que ça c'est important à dire, on sait aussi que des jeunes filles et des jeunes garçons sont parfois envahis par la puberté et des hormones qui peuvent leur faire croire qu'ils sont prêts à avoir un acte sexuel alors qu'ils ne sont pas prêts. Donc c'est pour ça que je crois que c'était important aussi. Enfin, j'avais envie de rappeler la responsabilité parentale, même si en effet dans ce que vous racontez. Quoique, moi j'ai beaucoup milité contre les minimis à une certaine époque parce que je trouvais ça quand même assez scandaleux que des parents habillent leur petite gamine de 13 ans, hein, parce qu'en effet pour moi 13 ans c'est une gamine avec des talons, des vernis, des je ne sais quoi. Non, mais ça, je suis tout à fait d'accord. C'est absolument, c'est abominable. Oui, mais c'est très vrai. Même si c'était pas une partouze, alors, mais si c'était des séances photos, il y a quand même alors il y a responsabilité, mais il y a délégation parentale, parce qu'il faut le dire aux parents que lorsqu'on laisse quelqu'un de mineurs dont on est donc responsable, voilà, eh bien, effectivement, on fait délégation parentale. Et très souvent, c'est pour ça que des abus sexuels se font avec l'enseignant, le prof de gym, ainsi de suite, des gens qui sont proches, mais auxquels, d'une certaine façon, les parents ont accepté délégation. On le sait pas toujours. Donc, c'est aux parents, à nous, de faire attention. C'est compliqué. Il y a des gens dont il faut se méfier. Oui.
C'est le rôle des parents, c'est Bien notre sûr. rôle de faire attention à cela et d'être vigilant là-dessus, parce qu'effectivement, ils peuvent se retrouver face à quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, va représenter l'autorité, Bien sûr. en lequel on peut avoir confiance. Et voilà, un gamin de 12, 13, 14 ans peut avoir confiance en, comme vous le dites, justement, en son professeur de quoi que ce soit, en son entraîneur de quoi que ce soit. Bien sûr. Et il y a quantité d'affaires comme ça qui existent malheureusement, et encore aujourd'hui. Mais c'est tout à fait de la responsabilité des parents de faire gaffe à cela. Alors, en revanche, de ce que l'on disait la dernière fois, vous me parliez, Brigitte, c'était une autre époque. Alors, de ce point de vue-là, oui, je conçois que c'était une autre époque. Parce qu'on sortait des années 70, parce qu'on sortait de la libération sexuelle, du côté flower power, du côté tout le monde s'aime et tout le monde fait l'amour dans tous les coins. Et la responsabilité de cette mère à l'époque peut rentrer et s'inscrire, vous voyez, dans cette espèce de mouvement populaire qui peut y avoir. Elle reste responsable de cela, on est d'accord. Et en cela, effectivement, c'était une autre époque. Maintenant, l'époque des fin des années 70 et aujourd'hui, je trouve que c'est vachement plus compliqué, même encore aujourd'hui, parce que là, les gamins, ils ont accès à tellement de choses, tellement facilement. Et c'est d'autant plus important qu'en tant que parent, on évoque ces sujets-là. Et je voulais justement à ce propos parler du livre qui vient de sortir de Israël Nissan, qui va parler beaucoup dans les écoles de sexualité. Ça s'appelle Parler sexe. C'est aux éditions Grasset. Comment informer nos ados. Voilà, parce que c'est aussi j'ai reçu ce livre en fin de semaine et je me suis dit tiens, je vais en parler parce que c'est vraiment enfin je veux dire, j'insiste beaucoup, c'est plus qu'indispensable d'évoquer ce sujet avec les enfants parce que bah oui, c'est une société qui est très permissive et c'est très bien, mais attention. Oui, et puis parce que à 15 ans, 14 ans, 13 ans, on ne sait pas très bien encore qui on bien est. Sûr. Comment... Et puis la sexualité, par essence, dans les sociétés même qui sont pas répressives, un sujet qui n'est pas abordé. C'est à part, c'est très spécial. Eh bien, les réponses et la responsabilisation qu'on va permettre pour devenir adulte aux enfants, c'est de répondre à leurs questions. Ça, c'est pas facile, de jamais éluder mais de donner des paroles, par exemple sur le porno, de pouvoir expliquer et de pas éviter, et à la fois même sur la responsabilité des adultes et le respect du corps et ainsi de suite. Donc c'est vrai que la parole, parler aux enfants, c'est au contraire, s'il y a du sexe sans parole, là c'est dangereux. Exactement. Et savoir dissocier cette notion d'amour. Exact. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous voyez, c'est pas je suis amoureux de mon petit copain, je suis amoureux de ma petite copine, alors on peut s'autoriser, ou je peux lui autoriser à faire n'importe quoi. Non, faut bien dissocier le truc, quoi. Exactement. Merci Frédéric, en tout cas je vous laisse retourner à vos vacances. On fait une petite pause, on se retrouve pour le Love Conseil, toujours avec Philippe Breneau, bien sûr. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, justement, on vient de parler d'amour avec Frédéric qui nous a quittés, Philippe Breneau, et je fais un petit love conseil sur se dire je t'aime. Peut-être déjà, quand on est en couple, faudrait faire un petit bilan. Quand est-ce qu'on a dit je t'aime la dernière fois? Si ça fait plus d'une semaine, c'est un mois, c'est peut-être embêtant, hein. Faut peut-être se le dire quand même de temps en temps. Après, ça dépend ce qu'on attend par embêtant, mais... Non, bon, bien sûr. Mais enfin, s'il est nécessaire de réfléchir très longtemps avant de trouver la réponse de la dernière fois qu'on a dit je t'aime, ça c'est quand même un peu embêtant, hein. Enfin, moi je trouve, hein, parce que c'est bien de se dire je t'aime. En même temps, c'est pas parce qu'on ne dit pas je t'aime que... Ah, ça c'est bien une réponse d'homme. Mais oui, parce que j'ai entendu tellement, mais si tu le dis pas, c'est que tu aimes pas. Non, mais ça fait du bien de l'entendre, soyez, hein, on est d'accord. Bref, en même temps, si on se dit je t'aime sans arrêt, ça cache quelque chose aussi, c'est pas le juste milieu, c'est toujours ce que je défends. Bref, en tout cas, se dire je t'aime, eh bien, c'est une manière d'envoyer des ondes positives, donc ne ratez pas une occasion de le dire. Et puis c'est pas parce que vous le sentez très très fort que l'autre le sait, hein, c'est tellement mieux en le disant.
Voilà. Et puis, ce que je voulais aussi dans ce Love Conseil, c'est quand votre partenaire le dit, prenez toujours en compte cette déclaration, soit par un regard, soit par un geste tendre. Vous n'êtes pas obligé de répondre moi aussi, mais quand on vous dit je t'aime, prenez ce moment comme quelque chose d'important. Hein, je trouve, il faut pas le banaliser. Vous êtes d'accord avec ça, j'imagine. Oui. Hein. Et puis, si vous trouvez qu'il ne vous le dit pas assez, ne le réclamez pas en posant cette question. Est-ce que tu m'aimes ? Parce que c'est une question un peu, j'allais dire un peu dangereuse, le mot est un peu fort, mais de poser à quelqu'un est-ce que tu m'aimes, c'est risquer de s'entendre dire non, donc déjà ça peut faire mal. Puis Brigitte, vous venez de dire, et si vous ne trouvez qu'ils ne vous le disent pas assez, et pourquoi ça serait qu'un homme ? Oui, mais parce que moi, je suis de la vieille génération. J'utilise le masculin. Voilà, c'est tout. Et puis, dites-lui plutôt, j'aimerais, ou alors dites-lui plutôt, j'aimerais bien que tu me dises de temps en temps des mots d'amour, parce qu'on peut dire des mots d'amour sans être obligé de dire le fameux je t'aime, qui parfois bloque pour certaines personnes. C'est très difficile de dire je t'aime, mais on peut dire je suis bien avec toi. On peut dire je suis contente de te voir, je suis contente de te voir. Bref, il y a plein de choses qu'on peut dire. Quelquefois, il est trop banal, ce je t'aime, oui, bien sûr. Alors, exactement. Faut inventer. Roland est avec nous. Bonjour, Roland. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour Monsieur Bruno. Bonjour Roland. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut vivre sans sexualité dans un couple ? Voilà, on revient sur cette question fondamentale. Pour moi, en ce qui me concerne, évidemment que non. Évidemment que non. Je pense que l'amour fait partie des plaisirs, des premiers plaisirs de la vie de couple, de la vie d'un couple, que le couple soit récent ou beaucoup moins récent. Mais je pense qu'on peut pas vivre sans amour charnel, sans amour sincère. Et aujourd'hui, la difficulté qu'on peut rencontrer dans les couples, souvent, ce sont des phénomènes parasites qui viennent interférer un petit peu dans le sentiment du couple et qui font que les deux s'éloignent et peuvent évidemment se retrouver à une certaine distance affective et sentimentale l'un de l'autre, et forcément ça éloigne. Alors il y a les difficultés de la vie, parce que quand on parle d'amour, évidemment l'amour se fait quand je pense que l'amour se fait quand un homme et une femme ou un couple de manière plus générale est bien dans sa peau. C'est-à-dire que quand on a des difficultés de santé, quand on a des problèmes de santé, des problèmes financiers, des problèmes familiaux, des problèmes de travail et tout ce qu'on connaît aujourd'hui dans nos sociétés modernes, je pense que si on est confronté à ce type de difficultés, l'amour du couple... Mais ce que vous dites est très juste, Roland. Je crois que quand il n'y a plus de sexualité dans un couple, il faut toujours un petit peu essayer de comprendre d'où vient ce symptôme. Parce qu'en fait, c'est un symptôme quand la sexualité dans un couple disparaît. Et pourquoi il y a ce symptôme ? Parfois, vous avez raison, si un des deux est très très malade, c'est normal que la sexualité ne soit plus là. Ça peut être le cas aussi durant la grossesse. C'est d'ailleurs le sujet qu'on abordera demain avec Christian Jamin. Il y a des tas de moments où on peut avoir une sexualité qui est absente dans un couple. Mais il faut pas, un couple qui fait plus du tout l'amour et qui ne se questionne pas là-dessus, c'est peut-être un couple en danger, non, Philippe Bruno ? Oui, très souvent d'ailleurs, il va y avoir... il y a eu une guerre du sexe et l'un des deux a baissé le drapeau, a renoncé, a accepté C'est une grève du sexe ou une guerre ? Alors il peut y avoir une grève du sexe, mais il peut y avoir des conflits. Moi j'aime bien les analyses qui sont faites par certains sociologues du couple, toute l'équipe suisse d'Eric Widmer. Ils parlent d'un certain nombre de conflits dans le couple, et lorsqu'ils suivent des couples, ils font ça sur des années, ils ont une grille de conflits possibles. Ça va du conflit financier au conflit de valeurs morales, ainsi de suite. Et
il regarde si le nombre de conflits a augmenté ou a diminué. Et on se rend bien compte que quand il va y avoir des éloignements et puis même des séparations, la plupart du temps, il y a une augmentation des conflits, ou en tout cas, il n'y a pas une réduction. Et donc, on se rend compte que l'expression du sentiment amoureux va être fonction de cette nature des conflits. Donc, d'une certaine façon, ça veut dire qu'on ne s'est pas tellement interrogé, on n'a pas parlé, on n'a pas résolu ces conflits. Il va y avoir toujours des conflits. Parce que, moi je dirais par principe, on n'est pas né dans la même famille. Et je dis souvent, bien sûr, on peut ne pas s'entendre entre frères et sœurs, mais si on vivait ensemble, en dehors de la sphère intime, il y a beaucoup de choses qui marcheraient bien parce qu'on a les mêmes codes, les mêmes valeurs. J'adore le riz au lait de la grand-mère et ainsi de suite. Et c'est ce qu'on appelle les microcultures. Vous avez raison, quand mon frère vient passer une semaine chez moi, c'est formidable, c'est extraordinaire. On a exactement la même manière de fonctionner. Merci maman. Tiens, j'étais avec ma nièce il y a 2 jours, que je ne connaissais pas, qui est la fille de ma cousine, et elle me dit: ah, tu fais griller le pain comme bonne maman, qui est son arrière-grand-mère qu'elle n'a pas connue, mais que sa mère a transmis. C'est exactement ça. On a des microcultures qui nous donnent beaucoup de jouissance. C'est de la Madeleine de Proust. On a des plaisirs. Et lorsqu'on est dans un couple, on vient de se rencontrer par un sentiment amoureux, il y a un lien très fort qui fait qu'on ne va pas se séparer. Mais il y a beaucoup de choses qui vont nous éloigner. Et ça va être les microcultures. Mais c'est insupportable, ton pain grillé, qui est trop grillé, parce que chez moi, allez, je prends un couteau et je t'enlève tout. Mais c'est insupportable, tu m'enlèves tout ce qui est bon. C'est mauvais pour ta santé. Donc, si vous voulez... On a l'habitude de manger salé dans telle famille, alors qu'on mange plus sucré dans telle autre, etc. Donc, d'une certaine façon, il y a également des familles qui mangent avec et sans. Il y en a qui mangent, par exemple, les aliments sans le légume, et il y en a d'autres qui ne peuvent que mélanger. Donc, des toutes petites choses. Là, c'est au niveau de l'alimentaire, par exemple, au quotidien, vont donner des conflits qui ensuite on sait même plus pourquoi ça fonctionne, mais ils vont être pérennes. Eh bien, ces conflits, il faut les résoudre. On ne les résout que d'une façon, en acceptant tout de l'autre. Je trouve génial que tu manges tes pains très grillés, et moi je trouve génial, j'aime bien que tu manges plus salé sucré, et moi je l'aime pas. Moi j'ai souvent parlé de ces fameux cartons rouges. Je dis souvent que lorsqu'on rencontre quelqu'un, même si on est très 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 amoureux, si jamais par exemple je dis n'importe quoi, hein, c'est pas mon cas, mais si on déteste les chats, il faut pas s'installer avec quelqu'un qui a 6 chats, quoi, parce que ça ne pourra pas coller. À un moment donné, on va le détester et ça sera... Alors, il y a certaines différences de microculture qui sont trop importantes et qu'on doit éviter, ça c'est vrai. Mais la plupart du temps, on s'en rend pas compte. On va s'en rendre compte quelques temps après la rencontre et la passion. Et tout d'un coup... Mais on sait bien qu'on est aveugle quand on tombe amoureux. N'est-ce pas, Roland ? Oui, tout à fait. Je rejoins exactement ça vous laisse sans voix. Oui, c'est ça, j'écoutais attentivement et c'est vrai que j'ai connu et je connais très bien ce type de microculture. Je suis dedans effectivement aussi concerné par ce type de phénomène. Et, alors c'est quoi qui vous agace chez votre partenaire ? Disons qu'avec le temps et la maturité, on apprend à accepter entre guillemets les défauts de l'autre. Mais il est vrai que parfois, quand mon épouse accorde peut-être un petit peu trop d'importance à sa famille ou ne veut pas voir les problèmes liés à sa famille et qu'elle m'impose certaines choses, c'est vrai que je pourrais parfois trouver ça agaçant, mais ce sont des choses que je conçois tout à fait. On peut pas appeler ça des difficultés de la vie puisqu'elles font partie de la vie en elle-même. Mais il faut savoir, je pense qu'il faut savoir composer pour être heureux. Il faut savoir composer avec les problèmes et les différences qu'on peut rencontrer chez la famille et chez son conjoint. Ça fait partie de ce qu'on doit concéder à l'autre.
et pour que tout essaye d'être en meilleure harmonie possible. Je rebondis un petit peu sur l'auditrice précédente qui évoquait le fait qu'elle était très demandeuse de son conjoint. Et je pensais à quelque chose. Je me disais qu'elle était très demandeuse effectivement, mais est-ce qu'elle s'est posé la question de savoir quels étaient les fantasmes réels? Est-ce qu'elle est allée au fond de la question de savoir quels étaient les fantasmes réels? Est-ce qu'elle était encore désirable ou attirante? Est-ce qu'elle se trouvait désirable et attirante, ou est-ce qu'elle répondait aux envies et aux fantasmes de son conjoint? Est-ce qu'elle pensait évidemment répondre à ses attentes de ce côté-là? Parce que je pense que quand une femme est demandeuse, son conjoint, s'il la trouve attirante, ne peut que répondre à ses demandes. Là vous faites une projection de votre propre fonctionnement, Roland. C'est pas. Oui. Vous voyez, il faut. Oui, c'est un petit peu ça, oui. Parce que je suis passé par là et j'ai connu à certains moments par des faits de conflits, par des faits de manque de désir ou par le fait d'être attiré par d'autres personnes. J'ai connu et il m'arrive parfois d'avoir un gros manque de désir de mon épouse. Oui, je le reconnais, ça c'est évident. Et je pense que beaucoup de personnes sont dans mon cas. Et nos difficultés, là, que ce soit les microcultures, que ce soit ce qu'on vient d'évoquer à l'instant, n'ont des conséquences qu'à la mesure de l'importance des refoulements de chacun. C'est-à-dire qu'on va refouler ce que vous disiez, peut-être par rapport à votre épouse, trop de dépenses familiales ou ainsi de suite. Et puis elle aura autre chose. C'est-à-dire que on va refouler un certain nombre de pulsions, et c'est ça qui ne va pas. Donc il faudrait pouvoir arriver à le dire ou le résoudre. Quelquefois, c'est pas soluble. Ce que vous voulez dire, Philippe Bruno, c'est que lorsqu'on est agacé par l'autre, ça parle de nous, quoi. Oui. Tout simplement. C'est facile, sauf que c'est pas toujours facile de travailler sur soi. C'est tellement plus facile de critiquer l'autre et d'être agacé par l'autre. Ah, mais c'est toujours l'autre qui est en faute. Ça, c'est bien connu. C'est jamais moi, c'est bien connu. Non, mais ce qui est important, on en revient encore une fois à la même chose, quoi. C'est d'arriver à communiquer ensemble le plus possible. Sinon, c'est la sexualité qui en pâtit. Et en tout cas, donc, Roland, ça vous paraît difficile de vivre en couple sans sexualité? Vous disiez que oui, parce que la sexualité, c'est un petit peu les bases du couple. C'est ce qui a permis de souder des liens au départ, dès les premiers jours de la relation. Parce qu'effectivement, ça passe aussi beaucoup par le regard. Le fait de désirer quelqu'un, ça passe beaucoup par le charnel. Bien sûr. Mais vous savez, Roland, je crois que moi, j'ai beaucoup réfléchi un jour à cette réflexion. On se réconcilie sur l'oreiller. Et je trouvais que cette réflexion stupide, je me disais, on vient de se disputer, comment on peut avoir envie de faire l'amour? Et en fait, je pense que cette réflexion très populaire, elle veut dire que c'est grâce à la sexualité qu'on efface toutes les petites rancœurs, tous les petits problèmes du couple, du quotidien. Parce que quand on fait l'amour, il se passe quelque chose. D'abord, on dégage beaucoup d'ocytocine. On dégage beaucoup d'autres hormones d'ailleurs, il n'y a pas que l'ocytocine, et puis ça va bien, quoi. On s'est fait du bien, et puis on oublie le fait qu'il a oublié de rapporter le pain ce matin, ou je ne sais quoi d'autre. Oui, je reprends au vol, Brigitte, un mot que vous avez dit tout à l'heure. Et vous avez dit, et c'est la sexualité qui en pâtit. Et moi je dirais que c'est parce que l'empathie fait la sexualité. C'est joli, bravo Philippe Bruno. Mais ça m'a intrigué votre mot. Parce que là vous venez de dire c'est la sexualité qui permet de redémarrer. Les deux choses dont on a besoin, c'est de l'empathie, c'est-à-dire comprendre, accepter l'autre comme il est, et la sexualité, c'est un moyen d'accepter l'autre comme il est. Alors après, on peut le faire que quand on est bien construit et qu'on n'a pas pas trop de défense. Eh oui. Merci Roland de cet échange en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. On fait une petite pause et on va conclure avec Anouk qui nous rejoint. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Breneau est avec nous. Nous avons fait un petit peu le tour d'horizon de la sexualité. Et puis on voit bien qu'on n'est pas encore à la retraite, hein, Philippe Breneau. On a encore du boulot. Hein. On est là. on est là. On est là et on est content d'être là d'ailleurs. Hein. Bonjour Anouk. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Breneau. Bonjour Anouk. Alors vous êtes dans une relation copain-copine ? Alors, elle est finie, mais en effet, j'ai connu une relation avec, mais vraiment très peu de sexe pendant 7 ans. Et du coup, est-ce que je peux me permettre de poser une question ? Est-ce que ça peut être un indicateur ? C'est une personne qui m'a attirée, que je trouvais sexy. Mm-hmm. Et lors de la première fois, en fait, ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie. Lors des premières fois au lit, ça a été... mais ça ne m'a rien procuré et ça s'est pas bien passé. Et ce que je comprends pas, c'est pourquoi. Parce qu'il y a une des 2 relations où je suis restée 7 ans avec la personne. Et du coup, je me dis, après tout ce que j'ai entendu, et ça m'a soulevé cette question-là, je me dis, mais en fait... vu que ça contribue quand même à une bonne relation, parce qu'après ça a vivoté pendant 7 ans, on n'habitait pas ensemble, etc. Mais je crois que la première fois, quand même, assez révélatrice. Et voilà, par rapport à l'attirance que j'avais sexy de la personne sans la connaître, sans avoir fait l'amour, et après ce que ça a été. Donc la première fois que nous avons fait l'amour, ça m'a pas du tout plu. Ce n'était pas à la hauteur de ce que j'attendais et à la hauteur du côté sexy que je trouvais chez cette personne. Donc je me demande si en fait la première fois, si c'est pas bien, ça vaut peut-être pas le coup de continuer. C'est vraiment voilà. Alors je sais pas ce que va répondre Philippe. En tout cas, moi je me souviens avoir lu une enquête où quand on fait l'amour la première fois, il y a quelque chose qui s'inscrit. Alors je sais plus si c'est dans l'hypothalamus ou je ne sais quel truc du cerveau. Hypopotamus. Non, pardon, oui. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. On a tout. Pas de toute façon. L'hypothalamus, c'est la chambre d'amour. Hypothalamus. Voilà. Donc ça doit être là-dedans que ça s'inscrit. Et que en effet, si ça se passe mal la première fois, ça risque d'être compliqué de dépasser cette première fois. Alors que si ça se passe très très bien, il paraît que ça voilà. Maintenant, je sais pas si c'est vrai. Philippe, qu'est-ce que vous répondez à nous ? Non, je ne sais pas s'il y a des règles. Moi, je me demande d'ailleurs si d'abord vous n'avez pas surévalué, parce que vous dites ça ne s'est pas passé à la hauteur de ce que j'imaginais de quelqu'un que je voyais très sensuel, très séducteur, ainsi de suite. Peut-être que le sentiment, parce qu'on a une accroche qui se passe, c'est fait sur d'autres plans aussi. Il n'y avait peut-être pas que le sexe. Oui, alors vous voulez dire par rapport à un schéma qu'il projetait, c'est-à-dire je sais pas, sa carrière, sa posture, des choses comme ça. Oui, et puis la qualité de la relation que vous aviez entre vous. Vous étiez certainement bien quand même avec lui sur d'autres plans, enfin je suppose. Oui, on s'est retrouvés, du coup, sur les sports, sur les sorties, sur des choses comme ça, voilà. Mais du coup, je sais même pas si, du coup, je peux appeler ça une relation amoureuse, parce que, pour moi, la relation amoureuse, il faut vraiment qu'il y ait une bonne entente dans l'acte d'amour. Oui, mais vous savez, on en parle parfois avec Lucie Vincent notamment. Il y a une alchimie sexuelle ou pas, hein, et si elle a pas lieu, c'est très difficile d'y arriver après. On peut jamais le savoir à l'avance. Alors ça, c'est vraiment. D'ailleurs, regardez le nombre de gens qui sont surpris. Je ne sais pas pourquoi avec cette personne avec qui je n'ai pas forcément beaucoup d'atomes crochus, c'est incroyable au lit. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une alchimie qui se passe indépendamment du niveau physique, sentimental. Oui. Alors ce qui est compliqué, c'est qu'on est aujourd'hui dans une époque où on aimerait que tout se suivent de la même façon, c'est-à-dire par exemple le sentiment amoureux, le ressenti intime, peut-être même la valorisation de l'autre. Là, vous avez beaucoup surévalué votre partenaire, hein, puisque vous dites c'était pas à la hauteur de ce que j'imaginais. Oui, mais ça veut dire, ok, mais on peut avoir une projection, s'imaginer quelque chose, et si on est déçu,
Enfin, on est déçus. Oui, enfin, je n'ai pas... Comment dire, c'était vraiment plat au niveau sexuel. C'est-à-dire, alors, comme vous dites, j'ai trouvé d'autres choses, mais je me suis accommodée. Est-ce que je suis restée sur l'idée de ce schéma-là? Il représentait quelque chose en occultant, vous voyez, la sensation intime, du coup. Et j'ai vécu avec ce schéma, parce que je me suis retrouvée sur d'autres choses, l'entente sportive, on va dire. Oui, mais vous avez fait l'erreur que font beaucoup de gens. La sexualité, ça s'arrangera. Oui. Alors peut-être pas consciemment, mais combien de fois j'entends cette phrase on m'appelle, on me dit ça va pas sexuellement, etc. Et je dis au début c'était comme ça, mais j'espérais que ça s'arrangerait. Mais avec le temps, la sexualité, elle a plutôt tendance à diminuer qu'à augmenter. Hein. Moi, je me poserai une autre question. Vous le connaissiez depuis longtemps, lorsque vous avez eu une première nuit d'amour, enfin d'intimité, ou depuis très peu de temps? Depuis, en fait, c'était un de mes thérapeutes. Voilà, je veux dire, je le connaissais parce que voilà, j'ai eu affaire à lui, j'avais eu un accident, donc voilà. Mais je ne le connaissais pas intimement, donc alors, vous voyez ce que je veux dire? Je le voyais depuis 1 an pour des soins, mais bien sûr. Mais vous aviez construit donc une image de lui, et c'est ce que vous disiez. Ce n'était pas à la hauteur de l'image que j'ai construite, mais c'est pas lui qui vous l'a fait construire. C'est vous avez construit les projections que l'on a envers la personne. C'est tout un tas d'histoires de notre propre histoire. Et effectivement, là, c'était pas à la même hauteur. Bon, ok. Si par exemple, on le disait, on fait l'amour assez rapidement parce qu'on sent qu'il se passe quelque chose et on fait l'amour très peu de temps après, très souvent, il n'y a peut-être pas ce décalage parce qu'on n'a pas construit l'image de l'autre comme, là, par exemple, comme quelque chose d'exceptionnel. Mais oui, parce que là, on pourrait même parler d'emprise psychique. Non, mais j'ai pas dit qu'il avait. Ça pourrait être le cas. J'ai pas dit qu'il avait eu une emprise sur vous, Annick. Hein, mais c'est ce qu'on entend parfois quand il y a notre thérapeute, c'est un peu un dieu, hein, quelque part. Alors voilà, certainement, c'est pour ça. Là, mais je dis pas que c'est moi, hein, c'est ma faute. Je dis pas. Mais bien sûr, non, mais j'étais pas du tout en train de l'accuser. J'étais juste en train d'évoquer cette relation qui parfois démarre sous une autre, pas à égalité, si je puis dire. C'est pas deux êtres qui se rencontrent et qui flashent l'un sur l'autre. C'est quelqu'un qui est fasciné par l'autre parce que c'est un peu un dieu. Oui, je crois que le mot dieu avec pas en majuscule, hein, mais en minuscule convient bien. Quand vous construisiez cette image au fil des rencontres, vous pensiez pas du tout que vous seriez amant un jour. Donc c'est en cela que c'est une image qui est assez dissociée de la sexualité. Mais exactement, parce que ce qui s'est passé, je suis arrivée à la fin de mes soins, donc j'ai arrêté, et cette personne est venue me voir sur mon lieu de travail pour me demander si ça allait bien. Elle m'a, en fait, clairement, elle est venue se manifester en me disant, en fait, lui avait certainement. Moi, j'étais partie. Lui avait certainement flashé sur la femme que vous êtes, mais vous aviez flashé sur la représentation que vous aviez de votre thérapeute. Et donc ça pouvait pas trop bien coller. Par contre, lui, ça a peut-être très bien collé sexuellement. Je sais pas. Franchement, on n'a jamais trop parlé de ça. Ben oui. Donc peut-être que lui il se contentait de ce peu et de ce. Je sais qu'un jour, il regardait un match de rugby. Moi, je suis arrivée, je lui ai fait la surprise d'un striptease. Mais non, il m'a poussé, il a regardé le match de rugby, donc... Marqué, le rugby est quand même toujours plus important que tout. Je suis quelqu'un du Sud. Non, mais on est sur Sud Radio. Non, vous avez raison. Non. Mais bon, voilà. Donc en tout cas, pour dire mais mais ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il y a eu, et là Philippe Breneau l'a dit, il y a eu dans votre relation dès le départ un interdit inconscient. C'est-à-dire que le thérapeute ne couche pas avec sa patiente et la patiente ne couche pas avec son thérapeute. Un interdit, je dis bien inconscient, hein, puisque vous avez commencé la relation après que la thérapie soit terminée. Ah oui, ok. D'accord. Mais vous voyez, il y avait une sorte d'interdit inconscient qui a peut-être bloqué votre sexualité à tous les deux. C'est possible aussi. Ah ok. Ah d'accord. Oui, j'avais pas pensé à ça. Mais en tout cas, pour dire, après j'ai eu une autre relation où en effet, c'était vraiment charnellement très fort et très intime et très puissant. Je préfère ce genre de relation. Enfin, je préfère.
il n'y a pas à comparer, mais c'est sûr que j'ai. Oui, quand ça va bien sexuellement, ça donne envie de continuer, mais si le reste ne va pas, c'est embêtant aussi. C'est difficile, trouver l'être. Oui, mais je trouve que c'est très intéressant ce que vous venez de dire, Brigitte, parce que on ne peut pas. Pourquoi voulez-vous qu'elle soit anormale ? Cette sexualité interdite, elle n'était pas terrible parce qu'elle était interdite. Eh oui, c'est intéressant. Comme quoi, on en découvre tous les jours sur la sexualité. C'est pour ça que c'est si passionnant. Oui. Merci d'être avec nous, Philippe, Brigitte, et on vous reçoit très vite parce que vous êtes toujours, vous aussi, de très très bons conseils. On fait pas une petite pause, non ? Je voulais continuer, pourquoi pas. Est-ce que Alexandre me laisse continuer ? Non, il me fait signe que non, il veut prendre l'antenne. Donc je laisse la place à Alexandre Delevanne. Et demain, on parlera de la sexualité durant la grossesse et après l'accouchement. Là aussi, il y en a des choses à dire. Sud Radio Parlons Vrai est aussi à Lyon et le Grand Lyon sur 105.8 FM, le DAB+, et l'application Sud Radio. Sud Radio, Parlons Vrai.